mon expérience. J'ai appliqué à la lettre le conseil que m'a donné Rémi de ne pas préparer. Mais finalement, j'ai préparé un peu mon intervention depuis que je suis là tout à l'heure et que je vous écoute. Et je savais déjà que j'allais parler de Peirce. En fait, depuis qu'on a commencé à discuter du projet Figure il y a un an, je crois que je sais que la figure inspirante la plus évidente pour moi, c'est Peirce, donc logicien, notamment logicien, philosophe décrit souvent comme esprit universel, américain, né en 1839, mort en 1914. Je vais vous raconter un peu comment j'y suis venu. Et puis, je vais essayer de tirer deux, trois fils. Alors, peut-être que le premier fil que je tire ou la première remarque que je fais, c'est que Peirce n'est vraiment, mais alors vraiment pas un penseur de l'éducation. Dans les Collected Papers, qui était la première grosse édition de Peirce, même si évidemment dans cette première édition, on était loin d'avoir tout découvert de ses écrits, je crois qu'on a comptabilisé 6 vagues mentions de problématiques éducatives plutôt liées à l'université. Et je me dis que si je vais chercher d'autres figures qui m'inspirent, je tombe plutôt sur des gens qui n'ont pas pensé l'éducation, et ça renvoie peut-être en petite partie à ce que disait Yves Rother il y a quelques minutes sur la crainte des épigones applicationnistes, c'est-à-dire des figures qui imposent une traduction, une interprétation, un travail de passage à la moulinette de l'analyse pour arriver à en faire quelque chose pour l'éducation. Donc, comment j'y suis venu en 3 mots? Moi, je bossais dans un environnement qui est une école alternative qui pratiquait notamment la pédagogie institutionnelle. Et quand j'ai commencé à construire il y a une petite vingtaine d'années un projet de DEA, je me suis vite rendu compte que ce que j'observais, eh bien, les travaux de recherche que je lisais ne me permettaient pas d'en rendre compte. C'était un lieu, pour le dire vite, où ça parlait, comme on disait là-bas. Il y avait de l'interaction, quelque chose qu'on pourrait appeler et que je n'appellerai plus maintenant de la communication, et puis il y avait des effets, des transformations, des sujets, des collectifs, des institutions, encore une fois, dont la recherche ne permettait pas de rendre compte, celle que je connaissais. Et par hasard, je suis tombé sur quelqu'un, une amie d'amis qui m'a dit: «Tu devrais lire Peirce pour analyser ce que tu observes». J'ai commencé à lire Peirce et le premier choc, et tous ceux qui ont lu Peirce le savent, c'est le caractère d'abord extrêmement inaccessible de cette pensée qui, à chaque page, semble complètement contre-intuitive et qui contredit à peu près tout ce qu'on voit quotidiennement, ou, et peut-être qu'on le comprend plus tard, tout ce qu'on croit voir ou tout ce qu'on est capable de voir à travers les filtres dont on n'est pas conscient et qui sont imposés par des cadres théoriques, notamment télégraphiques, communicationnels. C'est ce que dit un collègue qui s'appelle Élisée Auveron et qui dit que pour penser l'interaction et la communication, on en est resté à ce sûr, et que finalement, on n'a pas réussi à s'approprier cette pensée. Et ça, ce serait peut-être une deuxième remarque ou un deuxième fil qui renvoie à une question qui a été posée tout à l'heure dans la première série de discussions. Pourquoi il y a des auteurs qui sont oubliés ou pas mobilisés aujourd'hui? Par exemple, Pierce Peirce, mais beaucoup d'autres. Peut-être parce qu'ils sont de toute façon tellement inaccessibles et ils demandent d'abord tellement de déplacements et d'efforts qu'on a beaucoup de mal à aller chercher une pensée qui pourtant peut nous aider à voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Alors, c'est à ce moment de ma présentation que je me demande si c'est très important que ce soit cette figure-là, et peut-être que moins que la figure de Peirce, c'est plutôt une espèce de type ou de caractère général d'un auteur qui amène à penser, ou quasiment qui impose de penser, du fait de cette difficulté d'accès et du fait de l'effort qu'il exige pour arriver à mettre sa pensée au service d'un regard aujourd'hui sur des situations, notamment d'éducation, ou sur des situations sociales, d'interaction, de formation, de manière plus générale. Il y a donc cette extraordinaire étrangeté de la pensée de Peirce, et ça pourrait être un troisième fil, c'est que d'une certaine manière, c'est presque une figure inspirante qui est inspirante parce qu'elle est d'abord repoussoire, parce que c'est douloureux, parce que ça fait mal, et parce qu'il y a une espèce de résistance à dépasser pour accepter de se dire que c'est avec cet auteur qu'on va cheminer.
enfin, très concrètement, et je redis quelque chose que disent beaucoup de collègues qui travaillent sur peur, c'est que il faut accepter d'avoir passé 1 an ou 2 à peiner, à souffrir et à ne rien comprendre avant de petit à petit en faire quelque chose. Pourquoi je trouve ça intéressant? Eh bien, parce que je trouve parfois quasiment ennuyeux d'être dans la lecture de travaux qui sont trop en phase avec des conceptions, des visions des choses, des manières d'appréhender le réel et notamment l'éducation qui sont devenues des évidences, qui sont extrêmement rassurants et qui finalement n'invitent pas à opérer des déplacements. Pierre, tu disais tout à l'heure, tu parlais de figures qui permettaient de mettre des mots sur quelque chose, peut-être quelque chose qui est déjà là, et effectivement, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Là, ce serait pour moi plutôt une figure qui ne permet absolument pas d'abord de mettre des mots sur quelque chose qui est là, mais de rendre quelque chose qui était rendu absolument invisible par nos cadres de référence. En gros, une figure qui permet de voir autrement d'abord, de faire autrement comme praticien, et puis comme moi je suis plutôt dans le champ de l'intervention socio-clinique, ben, qui permet d'accompagner des collectifs d'enseignants, formateurs, éducateurs à eux-mêmes appréhender différemment des pratiques en reconstruisant leur cadre de référence, les schémas narratifs qui organisent leur regard sur leur réalité quotidienne. Donc je repense, j'ai noté tout à l'heure ce que disait Christelle en citant Anne Sylvestre, ralentir la crétinisation. Alors je n'irai pas du tout jusque-là, mais je me dis souvent qu'il y a quelque chose dans les discours sur l'éducation et dans un certain nombre d'espaces, alors non pas de réflexion, mais de débat sur l'éducation, qui ressemble quasiment à une forme de non-pensée. Pourquoi cette figure, par exemple, m'inspire? Parce qu'elle permet de sortir de ça, et les déplacements dont je parlais tout à l'heure, ils vont permettre tout à coup de rentrer dans une pensée nouvelle. C'est ce qu'Yves disait hein, autour de ces champs complètement nouveaux qui sont ouverts, ou de l'ouverture à des univers entiers et qui n'étaient pas, qu'on n'avait pas nécessairement soupçonné avant de travailler avec ces auteurs. Et du coup, ce serait le 4e fil que je proposerais de tirer avant d'avancer vers une conclusion. Cette figure, mais je pense à d'autres, c'est le cas avec un certain nombre de travaux plutôt en logique de Dewey pour moi, ou les travaux d'autres auteurs qui ne s'intéressent pas à l'éducation. Je pense par exemple à Bloomer, des auteurs qui ne permettent pas d'emblée, ne motivent pas le déplacement, mais qui le contraignent, qui nous mettent dans une position ou dans une posture de doute et d'interrogation. Évidemment, c'est une idée très pragmatiste qui nous contraint à repenser des réalités qui nous semblaient jusque-là assez transparentes et évidentes. Et puis, en entendant parler les collègues, et notamment au moment où, tout à l'heure, Christelle Didier citait Bernard de Chartres sur les nains sur des épaules des géants, je repensais à un auteur que vous connaissez, je pense, pour beaucoup d'entre vous, auquel je n'avais pas pensé depuis qu'on parle ces 12 derniers mois des figures inspirantes, alors que c'est pourtant une évidence. C'est ce qu'écrit Didier Moreau sur l'éducation spectrale. Donc j'ai été rechercher une ou deux petites choses. C'est ma conclusion, mesdames et messieurs, je vous l'annonce. Pour le dire très très vite, il propose une critique de la modernité au sens des Lumières, et il oppose éducation métamorphique et modèle de la conversion, et il dit la chose suivante, il décrit 2 formes de transmission. Le modèle de la conversion, une forme qui vise à convertir la conscience de l'éduqué à la vérité de son être, dit-il, et puis cette éducation métamorphique qui travaille beaucoup relativement notamment à la Bildung, en disant que c'est une forme qui tend, alors je le dis doucement, qui tend à accompagner la personne, le sujet, dans une lente métamorphose d'un soi par la mise à disposition herméneutique des œuvres et des concepts comme autant de clés permettant d'interpréter les problèmes que les nouveaux venus rencontrent. Ça renvoie au débat tout à fait intéressant auquel on a assisté entre Philippe et Michel tout à l'heure, sur pourquoi on a besoin des figures du passé, comment elles permettent de penser le présent et de le penser sans le reproduire.
Et il y a quelque chose de ça dans cette idée d'éducation spectrale, hein. L'éducation spectrale, s'éduquer au contact des fantômes, fantômes qui sont sujets, figures, auteurs et concepts du passé. Puis un autre petit bout de citation, là dans laquelle Moreau s'appuie sur Cavell, en disant: «La transformation métamorphique est la transmission du passé des autres en vue de l'abolition de ce futur du moi qui ne serait que son présent éternellement reconduit». L'idée, c'est que le modèle de la conversion, autour d'une forme d'idée d'épanouissement de quelque chose qui serait déjà là, interdit, évite une rupture qui permet de reconstruire et fait que cette éducation ne fait que reproduire, ce qui est déjà là ou ce qui est évident, l'identique à soi, diction métamorphique, l'éducation spectrale, le contact avec ces figures du passé va rendre possible une forme de rupture et de transition et de reconstruction de quelque chose qui serait véritablement nouveau. Et je m'arrête là, Rémi Casanova, si tu veux bien.